Donc ça, cette règle de proximité ou du proche, je pense que c'est aussi peut-être un fil rouge aussi sur la façon dont on aborde les enjeux urbains actuellement. Et il se trouve en effet qu'à travers le thème là, d'écosophie, qui est en fait l'idée de la sagesse de l'oikos, de notre maison commune, de la Terre, quoi, et qu'on peut décliner tout à fait sur la sagesse d'habiter aussi notre environnement immédiat, qui est pour la plupart d'entre nous la ville. Eh bien, en fait, ce thème-là d'écosophie, il a été à la fois abordé par un philosophe norvégien, Arne Næss, très connu ici, un montagnard qui a aussi œuvré pour les questions d'écologie profonde et qui parle, lui, de la proximité, la nærhet til liv, au til nature, donc l'idée de proximité à la nature et au vivant. Et je trouve que ce même concept d'écosophie a été repris par la suite par Félix Guattari, donc le compère de Gilles Deleuze en France, et qui lui l'a décliné d'une autre façon, puisqu'il parlait plus de l'articulation entre l'environnement, l'écologie environnementale, l'écologie sociale et ce qu'il appelle l'écologie mentale, c'est-à-dire plus nos représentations, la façon dont on construit nos subjectivités. Et ça me semblait intéressant parce qu'à travers son approche, Guattari, lui, il va plutôt axer justement sur le renforcement de nos identités individuelles par rapport au lieu que nous vivons. Et donc, de ce point de vue-là aussi, il aborde la question de la proximité qui peut faire le lien entre ces deux approches entre la Norvège et la France. C'est un exercice très important de rendre accessible dans les imaginaires, dans les esprits, ce que c'est que la ville écologique et la démocratiser. Et ça revient à répondre aux questions de pour qui on fait la ville, comment, pourquoi. Il y a vraiment un exercice qui doit être fait par les décideurs, par leurs opérateurs, de la ville, qu'est-ce que c'est, pour qui on l'a fait et comment. Et plus loin encore, au-delà de la communication, on peut aller jusqu'à la co-construction des projets, y compris avec les citoyens, notamment pour intégrer en fait les usagers dès les premières étapes de la conception pour être sûr, ou en tout cas d'aller à l'objectif d'une ville qui corresponde aux attentes et aux aspirations. Bon, là va se poser la question de quels sont les citoyens, quels sont les usagers qui s'intègrent dans cette démarche-là. Là encore, il y a des biais. Et enfin, l'autre grand levier important à actionner pour mettre en place ces villes partagées et inclusives et qui nécessitent l'imbrication de ces différents acteurs, c'est la question du financement de la ville. En fait, grâce à des montages financiers, on peut atteindre un équilibre économique et une faisabilité et ainsi instaurer des populations et des services qui soient mixtes. Donc c'est dans ce jeu-là qu'intervient en fait le dialogue entre les acteurs. En plus de cela, ce qu'on note autour de ces concepts-là, c'est l'arrivée de nouveaux entrants, notamment par exemple les acteurs de la ville durable ou de la technologie verte. C'est des acteurs qui vont arriver pour, d'une part, agréger ensemble les acteurs existants, les pousser dans leur position traditionnelle et combler les manques qui peuvent exister sur la chaîne de valeur. Mais encore une fois, il y a une interdépendance entre ces nouveaux acteurs porteurs d'une nouvelle vision de technologie, etc., et les acteurs existants déjà présents sur le process de fabrication de la ville.
Il s'agirait peut-être de sortir dans un premier temps de la doxa du développement durable qui s'articulait autour du penser global et agir local dans la critique qu'on peut faire maintenant de cette globalisation qui est en fait une forme d'uniformisation des modèles, des façons de penser et donc qui nous éloigne un peu de cette recherche de singularité et de proximité. Donc, ce serait plutôt l'idée de parler de pensée mondiale en essayant justement de conserver ces spécificités des lieux, des cultures, pour lutter contre une forme de standardisation qui a été amenée par cette globalisation capitalistique, quoi. C'est clair que je pense que la question justement du développement durable, c'est une question qui est devenue universelle, en tout cas qui touche l'ensemble des grandes métropoles et des sociétés en réalité. Mais en même temps, moi je vois dans la question du durable un lien assez fort au patrimoine ou au terroir même. En fait, on est, on est, on est forcément un peu lié à ces questions-là. Alors, il s'agit évidemment, comme tu viens de le dire, c'est pas du tout de se limiter au local ou de n'être que global. C'est plutôt vraiment l'aller-retour entre les deux. Mais là aussi, il y a des quand on parle de patrimoine ou de terroir, de lien en fait à sa culture, ou à la transmission de sa culture. C'est peut-être ça aussi qui est peut-être le plus important. Il y a des différences assez fondamentales entre le monde asiatique et le monde occidental. Je prends juste un exemple. La maison, ça fait partie de ce qu'on lègue à nos générations futures en Europe, en France, en Europe en général, parce qu'elle est en pierre, parce qu'elle est durable. Traditionnellement, ici en Asie, la maison dure moins longtemps qu'une génération. Parce qu'elle est faite en bois, en matériaux périssables, parce que le climat aussi fait que les maisons ne sont pas durables. Et donc, du coup, on ne lègue pas une maison. La maison, ce n'est pas le patrimoine. Par contre, la terre, oui, la terre agricole, ces sociétés ici, sud-est asiatiques, sont des sociétés qu'on dit agraires. Et ce qu'on lègue à ses enfants, c'est de la terre agricole. Là, c'est qu'il y a forcément des questions sociales qui vont se poser autour de la ville écologique. Et donc, pour aller plus loin, on peut même évoquer en fait les conséquences sociales de la construction de ces nouveaux quartiers. Voilà, un lien un peu mécanique qu'on observe, c'est lors d'une opération de rénovation, de construction d'un écoquartier. Mécaniquement, se met en place une hausse des prix des fonciers et la mise en place de lieux de vie qui sont qualitatifs et qui vont attirer une certaine partie de la population. Et c'est ce qu'on peut appeler le phénomène de gentrification. Et c'est un peu l'effet pervers du verre, enfin de la ville durable. Cela étant, il faut pas s'arrêter à cette observation. Encore une fois, je reprends la thèse un peu utopiste, en tout cas optimiste, autour de la ville durable. Et il y a plusieurs choses à maîtriser dans la conception d'un écoquartier. D'abord, comment est-ce que ce nouveau quartier va s'intégrer à son territoire existant? Est-ce qu'il va remplacer l'offre de logement qui existe déjà ou est-ce qu'il va intervenir en complémentarité? Est-ce qu'il va repolariser l'offre de commerce, de services, d'animation autour de lui ou au contraire, encore une fois, est-ce qu'il va arriver en complément? Est-ce qu'il va être pensé comme une ville, comme une ville dans la ville fermée? Mais voilà, c'est des questions qui se posent en fait dans la conception de ces villes. De même que le coût d'entrée au quartier, est-ce que ce quartier est accessible financièrement? Est-ce que tout le monde ressent une légitimité à y être?
Donc, encore une fois, on en revient sur l'exercice de communication qui est à faire de la part des villes et des opérateurs privés, mais aussi du montage économique de ces quartiers. Si on veut une offre de logement mixte, avec du logement privé, du logement social, voire très social, du logement d'insertion, il y a un effort de fabrique du montage financier à trouver ensemble. Penser une ville pour les enfants, penser une ville pour les aînés, pour les femmes, pour les personnes atteintes d'un handicap. Ça, c'est une difficulté, enfin, ou même pas forcément qui doit être envisagée comme une difficulté, mais en tout cas un challenge. On a évidemment un enjeu écologique autour de l'épuisement des ressources. Hein. Une ville, ça a besoin de ressources pour être construite, et puis ensuite, ça continue de consommer des ressources. Donc, il y a un double enjeu dans la construction des projets. Il y a combien ça coûte de le construire, combien ça coûte, quand je dis coûte, c'est en ressources naturelles, hein. Combien ça coûte à être exploité. Et même aujourd'hui, maintenant, dans la construction et la conception des projets, on étudie aussi combien ça va coûter de le transformer. Et donc là, on est vraiment dans une perspective de temps long et de ville résiliente. C'est-à-dire, on ne pense pas seulement à combien on va mobiliser en ressources pour construire la ville. Non, non, on pense aussi à comment on va l'utiliser, combien ça va nous coûter, mais aussi quel est le coût écologique de la transformation ou de la restructuration du projet. Ensuite, il y a l'enjeu sanitaire dont on a beaucoup insisté sur la fin de l'entretien. Maintenant, on sent que la santé, elle devient centrale dans les politiques d'aménagement et de projets urbains. Ce n'était pas forcément le cas auparavant. Maintenant, la santé va vraiment être au cœur des sujets quand on va penser l'aménagement. La santé, que ce soit dans les espaces publics, dans les espaces privés, dans les espaces privés recevant du public. Enfin, maintenant, on le sent en fait dans les discours politiques et dans les cahiers des charges que c'est vraiment une donnée devenue essentielle.